Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose une petite présentation sur les théories de la nation et de la nationalité. Et pour introduire ce sujet, qui pourrait se prêter certainement à plusieurs exposés car la matière est riche et complexe, je vais vous parler d'un historien italien du XXe siècle qui s'appelait Federico Chabot, qui n'est pas vraiment très connu ou très traduit en France, mais voilà, il y a quelques-uns de ces textes qu'on peut trouver sur internet ou des extraits, et ça m'a semblé être une perspective intéressante pour essayer de poser quelques concepts de base, quelques repères historiques sur les théories de la nationalité, et puis ça pourra servir à introduire des questionnements pour de futures réflexions en sociologie, en histoire sur les nations et les identités nationales. Alors, notre auteur, donc Federico Chabot, est un historien italien. Il est né en 1901 à Aoste, donc c'est une partie de l'Italie du Nord, me semble-t-il. Oui, voilà, tout à fait, c'est pas très loin de la frontière française. La vallée d'Aoste, c'est ça. Il faut savoir que Chabot a été intéressé par cette question des identités culturelles parce que dans l'histoire de l'Italie, l'unification en État-nation à la fin du IIe siècle est intervenue de manière tardive. L'Italie a été fragmentée politiquement pendant plusieurs siècles, elle n'a pas connu de longue tradition d'État monarchique centralisateur, un peu comme a connu la France. Les identités régionales et locales en Italie sont très marquées et continuent à peser sur la vie de cette partie du monde encore de nos jours. Il ne faut pas non plus oublier que l'Italie est aussi découpée en différentes parties, avec les îles, hein, la Sardaigne, la Sicile. Et puis dans l'Italie du Nord, vous avez quand même tout un ensemble de zones de montagne, avec voilà, des villages ou des différentes parties qui ne sont pas forcément bien connectées au reste, ce qui favorise aussi une certaine préservation pendant une longue durée historique d'identités locales qui rendent complexe l'identification à un État-nation unitaire pour tous les Italiens. Il faut savoir aussi que jusque dans les années 30 en Italie, il y a des villages ou des parties de l'Italie où les gens parlent diverses langues locales et ils ne parlent pas l'italien, hein, ou ce qu'on appelle l'italien. Donc Chabot, il est amené à cette réflexion sur ce que c'est que l'État-nation à partir de son expérience de la vie dans la vallée d'Aoste, qui est une région autonome. Il va contribuer au militantisme autonomiste pour que la vallée d'Aoste ait des institutions politiques relativement indépendantes, enfin voilà, autonomes comme on dit. Et donc il naît en 1901, ça veut dire qu'il arrive à la maturité intellectuelle, si vous voulez, dans l'entre-deux-guerres, une période où l'Italie est gouvernée par la dictature fasciste de Mussolini, et son engagement autonomiste du côté de la vallée de l'Aoste est aussi combiné à un engagement antifasciste. Il fait des études dans diverses universités du nord de l'Italie, notamment à Turin. Il voyage aussi à Berlin durant une certaine période pour ses études. Et en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que les Alliés ont débarqué en Italie, alors que le régime de Mussolini, qui est allié à l'Allemagne hitlérienne, est en train d'être renversé en Italie, Federico Chabot s'engage dans la résistance italienne, puisqu'il y a un grand mouvement de résistance antifasciste à la fois contre le régime de Mussolini et contre l'occupation de l'Italie par les forces armées du Reich durant la deuxième partie de la Seconde Guerre mondiale. Donc il va participer finalement à cette lutte armée contre les fascistes en Italie. Donc on voit qu'il a une expérience finalement de vie relativement riche et qui amène à se poser la question de l'engagement, la question des identités, finalement à quoi sommes-nous attachés, qu'est-ce qu'on veut défendre politiquement. Et à la Libération, il s'oppose à l'annexion de la vallée d'Aoste par la France. Certainement que la France de l'époque voulait récupérer la région un petit peu pour se venger de l'Italie, puisque rappelons que l'Italie, durant la Seconde Guerre mondiale, est un allié de l'Allemagne hitlérienne, et qu'elle participe à l'agression de la France au début de la Seconde Guerre mondiale, parce que Mussolini revendique un certain nombre de territoires français, la Corse, Nice, enfin voilà, il faut conquérir des territoires sur la France. Et sans doute que c'est pour ça qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France avait voulu annexer la vallée d'Aoste
en guise de réparation de guerre ou quelque chose de ce genre, j'imagine. En tout cas, ça ne s'est pas fait et Chabot fait partie donc des militants qui vont défendre l'existence d'une vallée d'Aoste autonome au sein de la République d'Italie, puisque c'est aussi le moment, la fin de la Seconde Guerre mondiale, où l'Italie devient une république. Avant, c'était une monarchie, y compris durant la période où la monarchie n'avait plus de pouvoir réel, mais elle était le paravent de la dictature de Mussolini et de son parti. Bref, donc ça c'était pour un peu situer quel est le personnage historique qui va nous parler, et je laisse un peu plus maintenant la place au texte, hein, sous réserve que j'ai pas oublié tel ou tel point biographique qui aurait pu être important. Je regarde vite fait. Donc le texte qu'on va lire, vient d'un livre qui s'appelle L'idée de nation, qui doit dater, je crois, du tout début des années 60, mais dont la matière se base sur des cours qu'a fait Federico Chabot auprès de ses étudiants durant les années précédentes. Et il va réfléchir finalement à différentes formes, différentes manières de penser la nationalité, en essayant de montrer qu'il y a des traditions nationales différentes dans la manière de penser les identités nationales, et en quoi il y a une opposition entre un modèle d'appartenance nationale qui serait plutôt franco-italien ou latin, et un modèle de l'appartenance nationale qui serait plutôt germanique. Alors, je lis un petit peu. Il existe deux façons de considérer la nation. L'une, naturaliste, débouche fatalement sur le racisme. L'autre est volontariste. Certes, l'opposition n'est pas toujours aussi tranchée. Une doctrine à base naturaliste peut intégrer dans une certaine mesure des facteurs volontaristes, l'éducation, etc. De la même manière, il n'est pas sûr qu'une doctrine à base volontariste doive dénier quelque rôle que ce soit aux facteurs naturels, entre parenthèses, milieu géographique, race, etc. Mais c'est surtout l'accent, de manière plus ou moins forte, de l'un ou l'autre de ces éléments qui donne à une doctrine de la nationalité son caractère particulier. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y aurait deux pôles finalement dans la manière de concevoir l'identité nationale, un pôle qu'on pourrait qualifier d'objectiviste et un pôle qu'on pourrait qualifier de subjectiviste. Dans le premier cas, des individus sont rattachables à une nationalité en fonction d'un critère tangible, observable. Ils parlent telle langue, ils ont telle couleur de peau, bref, quelque chose qu'un observateur peut constater empiriquement et directement. L'autre pôle des théories de la nationalité, c'est le pôle subjectiviste, qui va considérer que ce qui est vraiment important pour faire partie d'une nation, c'est un sentiment intérieur, une adhésion personnelle, une foi, un engagement moral, quelque chose qui vient de l'intérieur de la personnalité et qui est beaucoup plus difficile à objectiver justement par des critères d'observation. Bien évidemment, ce sont des pôles ou éventuellement des modèles purs, en quelque sorte. Il pourrait y avoir des théories qui se basent uniquement et exclusivement sur l'un de ces éléments. Il pourrait y avoir d'autres manières de définir, y compris juridiquement, ce qu'est l'appartenance à une nation qui prendraient en compte plusieurs de ces critères, d'où une possibilité de forme un petit peu mixte, en fait, dans les théories de la nationalité. Mais là, c'est surtout ces formes extrêmes qui va mettre en opposition les distinguant historiquement. Or, depuis le début, en terre allemande, le critère ethnique, c'est-à-dire naturaliste, est présent. Il suffit de penser à la façon même dont Herder, un philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, Herder donc considère la nation comme un fait naturel, aux caractéristiques physiques permanentes, qu'il attribue aux diverses nations sur la base du sang, de la lignée et du sol auquel ce sang est attaché. Et ces conceptions selon lesquelles finalement une nation particulière, c'est un peuple qui a une génétique ou une biologie ou des caractéristiques physiques spécifiques et qui vit sur un sol spécifique délimité, qu'on pourrait objectiver par des caractéristiques, je sais pas, minéralogiques, agricoles ou d'autres caractéristiques de culture. Elle est très marquée dans la tradition allemande, mais on pourrait aussi en trouver des équivalents dans d'autres figures politiques d'autres pays ou d'autres époques. Au début du XIXe siècle, c'est Friedrich Schlegel, dans ses leçons philosophiques de 1804-1806, qui met l'accent sur le facteur ethnique. Je cite: « Plus la souche est ancienne et pure, plus les coutumes le sont,
et plus les coutumes le sont, plus l'attachement qu'on leur porte est fort et vrai, plus grande sera la nation. Alors, ce début du XIXe siècle où on commence à voir émerger des théories de la nationalité en Allemagne est évidemment lié à un contexte qui est celui de la lutte des États allemands de l'ex-empire, de Saint-Empire romain germanique qui est en pleine décomposition et dissolution finale. Ces différents États d'Allemagne sont en lutte pour s'affirmer les uns contre les autres, mais aussi les uns contre la puissance militaire dominante de l'Europe au début du XIXe siècle, qui est l'empire de Napoléon Bonaparte. Il y a un développement du nationalisme en Allemagne qui s'opère à partir du début du XIXe siècle. En tout cas, il y a un développement du sentiment national à défaut de nationalisme stricto sensu. On observe donc logiquement chez ces auteurs, ainsi qu'auparavant chez Mosser et Herder, une hostilité à tout mélange avec un sang étranger, une fermeture, pour ainsi dire, de son propre monde à toute influence extérieure. Bien sûr, par la suite, il apparaîtra que la souche allemande est ancienne et pure, et si au début du XVIe siècle déjà, l'historien Aventinus avait mis en valeur les affinités entre les Grecs et les Germains, cette affinité présumée est proclamée à grand bruit par la culture allemande de la fin du XVIIIe siècle, tout imprégnée de l'idée que, comme les Grecs furent autrefois le miroir le plus pur de l'humanité, les Allemands seraient désormais destinés à servir de véritables phares. Bon bref, c'est un moment d'affirmation de l'identité culturelle allemande, et effectivement c'est très lié à la mise en valeur de la culture grecque antique. Il y a toute une mythologie quasiment de la continuation que serait la culture allemande moderne de la culture grecque ancienne, ce qui est tout à fait discutable évidemment en termes de peuplement historique ou d'influence historique, mais c'est ce qui se passe en fait à partir du XVIIIe siècle. Et très souvent, quand on étudiera la formation des nationalités, principalement au XIXe siècle en Europe, on verra que la tendance à s'inventer des origines distinctes d'autrui et très anciennes se retrouve dans pas mal de développement d'identité nationale en réalité. Donc cette mission spéciale de l'humanité allemande est affirmée par beaucoup de conviction par un autre auteur de cette période, Friedrich Schiller, dans l'esquisse d'une poésie qu'il appellera par la suite Grandeur allemande, autour de 1801. Et Schiller écrit « Les événements ont pu prendre un cours différent, mais il faut que celui qui crée l'esprit, même s'il a été dominé depuis les origines, finisse par dominer. Les autres peuples seront des fleurs fanées quand celui-là sera un fruit mûr et durable. Les Anglais sont avides de trésors, les Français de splendeur. C'est aux Allemands qu'appartient la destinée la plus haute, vivre en symbiose avec l'esprit du monde. Chaque peuple a son heure dans l'histoire, l'heure des Allemands sera la moisson de tous les âges. » Donc il y a cette vision du monde très romantique, très spiritualiste, où il y a une sorte d'identification entre la dimension poétique et religieuse de l'identité et la culture allemande qui serait privilégiée et unique et distincte des Français ou des Anglais. On retrouve une partie de ces idées évidemment dans la conception hegelienne de l'histoire où chaque peuple incarne finalement une certaine idée particulière qui devient prédominante à un moment donné de l'histoire et puis qui a son déclin et qui cède à l'avènement d'une autre manifestation d'une puissance historique qui lui succède. La pensée allemande, donc, qui s'appuie sur des facteurs naturalistes pour définir l'identité nationale, aura tendance au cours du XIXe siècle à définir la nation par des critères externes, la race et le territoire, notamment dans l'école géographique allemande de Ratzel, dont on reparlera probablement un de ces quatre quand on fera des exposés sur les origines de la géographie en Allemagne. Il y a une insistance très marquée sur le langage qui permet de distinguer justement un peuple par rapport à d'autres. Herder avait parlé du langage comme d'une création de l'esprit, un trésor de la pensée humaine où chacun crée quelque chose à sa propre façon, si bien que l'on ne pouvait imaginer de mettre la même langue dans la bouche de deux hommes différents. La langue deviendra peu à peu conçue comme une expression de la race, entre guillemets, ce qui l'amènera à se rigidifier dans un sens naturaliste. Et tout comme on parlait de souche pure, de race pure, on se mettra à parler de langue pure, de langue non contaminée. Fichte, le philosophe idéaliste allemand de cette période, qui est aussi un des promoteurs du nationalisme allemand, l'avait déjà dit,
en revendiquant bien sûr pour les seuls Allemands la capacité de posséder une telle langue pure, susceptible de conserver la clarté primitive des images et la fluidité fraîche et pérenne de la conscience. Donc il y a une insistance en fait dans la conception allemande de la nationalité sur des facteurs objectifs, la race, l'ancrage dans un territoire spécifique et délimité, et l'insistance sur la langue. Ce dernier facteur est particulièrement important, on le retrouve notamment durant la guerre franco-prussienne de 1870, où c'est sur la base de parlers locaux de patois à tendance germanisant que le Deuxième Reich mené par le chancelier Bismarck justifiera l'annexion de territoires en Alsace-Lorraine par le fait que les populations locales, majoritairement dans les campagnes, parlent de l'allemand ou des dialectes qui s'apparenteraient à l'allemand. Donc c'est cette insistance finalement sur l'idée qu'on appartient à un peuple, qu'on le veuille ou non, sur la base de critères objectifs qui sont objectivables, observables par n'importe qui. Alors, contre ce modèle, Federico Chabot, dont on a vu l'engagement antifasciste et résistant dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, et donc contre l'occupation d'une partie de l'Italie par les forces allemandes, Federico Chabot affirme la distinction dans la façon dont les Italiens, ou en tout cas les constructeurs de l'État-nation italien au XIXe siècle, ont pensé l'identité nationale. En effet, il nous est écrit que l'idée italienne de la nation repose sur des bases tout à fait volontaristes. Donc ce serait le contre-modèle complet de la conception allemande précédemment exposée. Une très belle définition de la nation a été donnée par Renan, donc un historien français du XIXe siècle, dans une conférence très célèbre « Qu'est-ce qu'une nation ?», qui est un texte de référence toujours cité et commenté depuis. Dans ce texte, entre autres formules, parce qu'il est quand même plus subtil que ça ou plus ambigu, Renan définit entre autres la nation comme un plébiscite de tous les jours. Un plébiscite, c'est quand on acclame une proposition ou un dirigeant, ou lorsqu'on donne son adhésion à quelque chose, on le plébiscite. Bon. Mais il tient, Federico Chabot, à marquer l'antériorité de cette conception par rapport à sa formulation explicite et célèbre par Renan à la fin du XIXe siècle, car, nous dit-il, on trouve la substance d'une telle idée chez Mazzini, donc l'un des hommes d'État qui a contribué à l'affirmation de l'unité politique de l'Italie à l'époque où il y avait plusieurs États ou royautés indépendantes les unes des autres au XIXe siècle. Mazzini aurait déjà eu une telle idée, ainsi qu'un autre auteur que je ne connais pas qui s'appelle Mancini. Mazzini écrivait en 1835, donc très tôt dans le XIXe siècle. Une nationalité comprend une pensée commune, un droit commun, une fin commune. Tels en sont les éléments essentiels. Là où les hommes ne reconnaissent pas un principe commun, en l'acceptant dans toutes ses conséquences, là, il n'y a pas d'identité d'intention pour tous. Il n'existe pas de nation, mais une foule et un rassemblement fortuit que la moindre crise suffira à dissoudre. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est une conception de la nationalité qui la définit par un état d'esprit partagé, un état mental. C'est là où, comme disait Renan, la nation est un principe spirituel au sens de mental. On n'a pas besoin d'adhérer à une théorie de l'âme immatérielle pour comprendre ça. Identité d'intention, identité d'affect, voilà, c'est certains traits d'adhésion qui font qu'on a envie de vivre ensemble, en fait. Que des individus d'un groupe donné forment un groupe parce qu'ils se pensent comme formant ce groupe. Il y a une adhésion subjective qui est nécessaire à la constitution d'un groupe, et en l'occurrence de la communauté nationale. Un peu plus tard, en 1859, Mazzini affirme que la patrie est une mission, un devoir commun. Vous voyez qu'il y a tout un vocabulaire d'origine religieuse, ou en tout cas on transpose souvent dans les théories de la nationalité au XIXe siècle des éléments rhétoriques souvent empruntés à des modèles religieux. C'est normal, puisque c'est quand même encore beaucoup par la religion que les populations sont socialisées à cette époque. La patrie est donc une mission, un devoir commun. La patrie, c'est votre vie collective, la vie qui se noue dans une tradition, la vie que nous dans une tradition de tendances et de sentiments identiques, toutes les générations qui ont surgi, qui ont travaillé et qui sont passées sur votre sol. La patrie, c'est avant toute chose la conscience de la patrie.
Alors, formule magnifique et qui a certainement une part de vérité, auquel on pourrait tout de suite objecter ou en tout cas poser la question, mais cette, conscience de la patrie n'a-t-elle pas un référent, enfin objectif justement, qui permettrait qu'on s'identifie à quelque chose auquel on pense tous en même temps? Heu, Quel est l'objet de cette conscience de la patrie finalement? Parce que c'est très important et utile, me semble-t-il effectivement de souligner la dimension subjective ou d'adhésion personnelle, qui fait de l'identité, nationale. Cependant, ça semble un peu vide ou unilatéral de ne pas lui attribuer un référent objectif. De quoi a-t-on conscience quand on a conscience de la patrie? Il faut bien que ce soit quelque chose quand même. Alors il complète cette formule, Mazzini, en disant: «L'espace où vous vous déplacez, les frontières que la nature a créées entre votre terre et celle des autres, et la langue qu'on y entend, ne sont que la forme visible de la patrie. Mais si l'âme de la patrie ne palpite pas dans ce sanctuaire de votre vie qui s'appelle la conscience, cette forme reste semblable à un cadavre sans mouvement ni souffle de vie, et vous, vous êtes une foule anonyme, pas une nation, des gens, pas un peuple. La patrie, c'est la foi dans la patrie. Quand chacun de vous possédera cette foi et sera prêt à la sceller de son propre sang, alors seulement vous aurez une patrie, pas avant.» Alors c'est très intéressant cette opposition entre forme visible, et âme, parce qu'on a un vocabulaire qui est quasiment aristotélicien, hein. Encore une fois, je fais des parallèles avec le vocabulaire de la religion, avec le vocabulaire de la théologie, avec le vocabulaire de la pensée notamment catholique, hein, qui, emprunte à Aristote. Forme visible, âme, on n'est pas loin du couple, matière-forme, hein, ou matière, slash élément spirituel, qu'on trouverait, chez Aristote. Et évidemment, la partie qui a le beau rôle, ou celle qui est le plus mise en avant dans la formule de Mazzini, c'est la partie spirituelle. Il faut que ça vienne des tripes, quoi. Si on n'y adhère pas subjectivement, on aura beau avoir des points communs objectifs, bah, c'est en quelque sorte, un état de fait brut qui ne détermine à rien, quoi, hein. Que mon voisin parle la même langue que moi, si je ne me suis pas attaché à lui subjectivement, ça ne crée pas de communauté entre nous. C'est juste une similitude. Encore un peu plus tard, en 1871, au moment de la Commune de Paris, Mazzini toujours s'exclame: «La nation n'est pas un territoire que l'on renforce par l'accroissement de sa superficie. Ce n'est pas un rassemblement d'hommes qui parlent la même langue», donc il va jusqu'à exclure le caractère essentiel du critère de la communauté linguistique. C'est un tout organique par l'unité des fins et des facultés. Donc il y a aussi beaucoup ce vocabulaire de la finalité, hein, mais qui est un vocabulaire de l'intention, en fait, hein, du projet. On est ensemble parce qu'on a un but commun. La langue, le territoire, la race ne sont que des indices de la nationalité, peu stables quand ils ne sont pas liés entre eux et qui appellent de toute façon la confirmation de la tradition historique, du long développement d'une vie collective empreinte des mêmes caractères. Donc, on pourrait discuter de ces formulations, des différents éléments qui sont convoqués, de leurs pondérations respectives. Ici, Mazzini n'affirme pas simplement que l'intention fait la nationalité, mais il appelle aussi la tradition à la rescousse, ou en tout cas l'histoire. Il faut que cette intention ait une certaine durée ou continuité historique pour qu'on puisse véritablement parler de nation. Sinon, on n'aurait qu'un groupe, peut-être momentanément uni, mais qui ne se manifeste pas de façon suffisamment durable pour qu'on puisse dire que là, on a effectivement affaire à une identité nationale bien définie. Mancini, donc un autre révolutionnaire et patriote italien du XIXe siècle, puisque rappelons qu'il y a tout ce mouvement politique qui traverse le XIXe siècle italien, qui veut affirmer la possibilité d'unir l'Italie dans un seul et même État, que ce soit une monarchie ou une république selon les cas, mais il y a quand même beaucoup de patriotes italiens qui sont des républicains. Mancini, dans un cours à la faculté de Turin en 1851, explique: «Les conditions naturelles et historiques, la communauté de territoire, d'origine et de langue ne suffisent pas à définir la nationalité, au sens où nous l'entendons.» J'aime mieux cette formule-là, effectivement. Ne suffisent pas, c'est-à-dire que ça peut jouer, ça peut aider, c'est peut-être même un fortifiant, hein, quelque chose qui facilite le processus, mais ça ne marche pas suffisamment. Il y a quelque chose en plus. Ces éléments sont comme une matière inerte, hein, on retrouve cette couple matière-forme, hein, c'est la matière de la nationalité, mais s'il n'y a pas l'âme, ça ne marchera pas, quoi, hein, ça ne prend pas, quoi.
c'est une matière inerte capable de vivre, mais à laquelle on n'a pas encore donné le souffle de la vie, hein. Vraiment une dualité, métaphysique qui est reprise pour qualifier, les éléments constitutifs de l'identité nationale. En quoi consiste cet esprit vital, cet accomplissement divin de l'être d'une nation, ce principe de son existence visible? C'est la conscience de la nationalité, hein. À chaque fois, hein, évidemment, c'est le spirituel qui est mis en haut et qui est en quelque sorte la clé de voûte, de cette alchimie. C'est la conscience de la nationalité, le sentiment qu'elle a acquis d'elle-même et qui la rend capable de se constituer à l'intérieur et de se manifester dehors. Le sentiment qu'elle a acquis d'elle-même, hein, c'est assez hegelien, d'un certain côté, hein. La conscience de soi, quoi. Multipliez autant que vous voulez les points de contact matériels et extérieurs au sein d'un rassemblement d'hommes, ceux-ci ne formeront jamais une nation sans l'unité morale d'une pensée commune, d'une idée prédominante qui fait d'une société ce qu'elle est parce qu'elle se réalise en elle. En 1870, donc plus tard, Mancini a précisé son idée dans un discours à la Chambre, donc un discours politique. Le principe qui s'appelle la souveraineté nationale en droit public et que l'on applique par le suffrage universel est le même que celui auquel on donne le nom de principe de nationalité en droit international. Donc là, il affirme véritablement l'identité de l'État et de la nation. Il doit y avoir des États souverains là où il y a une nationalité et inversement. C'est toute la conception qui traverse justement cette tradition euh, franco-italienne depuis la Révolution française, justement. Et cette idée s'inspire de la superbe formule Rome des Romains, et lorsque les Romains le voulurent, de l'Italie. L'opposition de ces deux conceptions, italienne et allemande, ne fut jamais plus forte qu'en 1870-1871, à l'époque de la guerre franco-prussienne, lorsque Bismarck décida d'annexer l'Alsace-Lorraine. Les Allemands, parmi lesquels des savants de grand renom comme Mommsen et Strauss, soutenaient que l'Alsace était allemande par la langue, la race et les traditions historiques. Donc jusque-là, hein, on retrouve l'opposition que j'ai donnée, on ne comprend pas très bien qu'est-ce que vient faire l'Italie dans cette querelle entre la France et l'Angleterre, mais en fait il y a une querelle de principe, et là où c'est très intéressant, et on peut vraiment parler d'une similitude de compréhension de la nationalité en France et en Italie, en tout cas dans les tendances majoritaires, parce qu'on pourrait trouver des intellectuels qui ont des opinions divergentes, mais dans les tendances citées par Chabot et majoritaires historiquement, au moment où l'Allemagne justifie son annexion de l'Alsace en disant que les populations locales parlent la langue allemande, un grand nombre de journalistes de la droite italienne, alors ça je trouve ça encore plus beau, de la droite italienne, c'est-à-dire de ceux dont on aurait pu penser qu'ils n'adhèrent pas à cette conception volontariste issue de la Révolution française, et quand même plutôt une conception progressiste et moderne, hein, de la nationalité, puisqu'elle ne la fait pas dépendre de facteurs indépendant de la volonté, impossible à transformer, de facteurs déterministes, hein, puisqu'on ne choisit pas sa race et la langue difficilement aussi, hein. La droite italienne, donc, monte au créneau, revendique que la position de l'Allemagne est inacceptable, qu'on ne peut pas résoudre la question de l'appartenance de l'Alsace-Lorraine sans consulter la population locale, que cette annexion de l'Alsace, qui était française et qui va passer sous le contrôle de l'Allemagne, viole le droit des peuples et la conscience des nations. Il s'ensuivit des polémiques acerbes qui mirent en évidence la différence fondamentale entre ces deux conceptions. Donc bien évidemment, du côté des intellectuels et des dirigeants politiques italiens, il y a une opposition à l'annexion que connaît la France parce que le Reich allemand est quand même historiquement lié à l'Autriche, qui a été le grand oppresseur historique de l'indépendance italienne. Donc ça crée une communauté de désamour politique. Mais sur le fond et sur la façon dont les choses sont justifiées, sur le plan des principes, la conception de la nation italienne qui affirme qu'on est une nation parce qu'on veut vivre ensemble et que c'est un sentiment d'appartenance subjectif qui doit décider d'où ira l'allégeance finalement des Alsace-Lorrains, cette conception italienne, c'est aussi la conception française. Ça vient tout simplement d'une tradition historique commune, et notamment de la rencontre entre Français et Italiens durant les guerres napoléoniennes en Italie, et la création de républiques sœurs qui ont propagé les idées de la Révolution française en Italie, pour ne pas remonter à des facteurs encore antérieurs. On pourrait se poser la question
en quoi cette opposition de conception de la nationalité pourrait s'ancrer dans des choses encore plus anciennes dans la culture. Par exemple, le fait qu'on a affaire à une continuité d'États qui sont latins, qui sont à dominante catholique plutôt protestante, par rapport à la puissance de l'État allemand du Deuxième Reich britannique, qui lui appartient à une autre ère culturelle et à une autre histoire. Voilà, donc Federico Chabot conclut cette intervention avec l'idée que la pleine conscience dans un peuple de sa volonté de vivre ensemble est le critère déterminant de la nationalité dans les théories politiques qui ont traversé l'histoire finalement des idées politiques en Italie depuis le XIXe siècle et jusqu'à son époque. C'est intéressant qu'il qualifie de italienne une telle conception, parce qu'il cite aussi des Français dans sa présentation, notamment Ernest Renan, qui partageait effectivement ce type-là d'idées et auquel il a repris la formule du plébiscite de tous les jours. On peut vraiment dire donc qu'on a une opposition d'idées entre une conception franco-italienne de la nationalité comme étant avant tout de l'ordre d'une adhésion subjective et une conception naturaliste objectiviste de la nationalité qui la définit par des facteurs indépendamment de la volonté de l'individu, qui est la conception traditionnelle germanique, du moins jusqu'à 1945. On pourrait discuter de l'évolution du droit de la nationalité en Allemagne depuis la fin de l'hitlérisme. Voilà, bah écoutez, le sujet est vraiment très dense, très riche. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. C'est peut-être des choses que vous saviez déjà, c'est peut-être des choses qui vont modifier votre vision de comment on peut penser l'appartenance à une nation. En tout cas, ça nous servira de point de départ pour d'autres exposés, car les questions d'identité nationale sont des sujets complexes et polémiques. Il est intéressant de les explorer en détail et de s'appuyer autant que possible sur une analyse scientifique aussi claire et objective que possible. Je vous remercie et je vous souhaite à bientôt sur notre chaîne La Cité Libre.